Bonsoir à tous, on est sur Radio Anthropocène et on est sur une radio mobile. Aujourd'hui, on est au sein du Musée d'art contemporain de Lyon à l'occasion de la nocturne du festival Mode d'emploi. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Maria-Grace Salamanca-Gonzalez, qui est l'une des invitées de cette dernière journée du festival Mode d'emploi, donc ici à Lyon, au Musée d'art contemporain. Maria-Grace Salamanca-Gonzalez, bonsoir. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Vous êtes actrice de théâtre et docteur en philosophie et vous avez publié à la fin de ce printemps un titre qui permet de mieux vous connaître et de mieux comprendre là où vous travaillez, les sujets qui vous préoccupent, vos travaux, vos recherches. Ce titre s'appelle « Esthétique au pluriel du Caire pour l'Anthropocène ». Il a été publié aux éditions 205 dans la collection À partir de l'Anthropocène. Et si je lis, ce sera une première question en fait qui correspond à la 4e de couverture, au premier paragraphe de cette 4e de couverture que je trouve tout à fait intrigante. Est-ce qu'il reste quelque chose à faire, à dire, à réfléchir? Est-ce que nous pouvons continuer à croire que des connaissances suffisent pour changer nos conduites, nos décisions? Qu'est-ce qui a suffisamment valeur pour nous, en tant qu'humains, pour faire face aux urgences planétaires? Alors, je vous retourne la question, Maria-Grace Salamanca. Qu'est-ce qui a suffisamment de valeur pour vous, en tant qu'humain, en tant qu'humaine, pour faire face aux urgences planétaires? Je pense que ça dépend du jour parce que je change d'humour. Donc parfois je suis pessimiste. Donc quand je suis pessimiste, j'ai le sentiment qu'il ne reste rien à dire parce qu'en fait je me demande si c'est plutôt une question de volonté en fait, qu'on ne veut pas ou quelques-uns qui contrôlent et qui gouvernent, ils ne veulent pas. Mais parfois, je suis optimiste. Et quand je me réveille optimiste, je crois que c'est la pratique de la sensibilité. Donc, les esthétiques du Caire, c'est mon pari politique aussi et éthique. Et je pense que donc, si on change nos manières de sentir et nos distributions de l'attention et aussi des désattentions. Donc, si on change la distribution de ce qui compte pour nous, est-ce qu'on est habitué à ignorer, je pense que peut-être mais c'est un pari, donc c'est une alternative. Peut-être on pourrait faire face aux crises planétaires, donc j'essaye de les faire plutôt que de les dire, même si parfois je les dis. Donc il s'agirait peut-être, votre hypothèse, de décaler, de faire un pas de côté, peut-être autrement, peut-être avec d'autres, pour envisager le monde et les crises qui le bouleversent, qui le brutalisent même, je dirais, peut-être pour entrevoir un possible, des possibles. Oui, c'est ça, c'est une création collective. Donc, comment ça marche dans la pratique? Donc, je fais des ateliers, donc ce sont des moments collectifs, corporels, donc où on joue en fait. D'abord des jeux corporels, du théâtre, mais après, par exemple, j'ai quelques années en travaillant les crises d'habitabilité. Donc, par exemple, parfois, je demande aux gens, en fait, quels sont vos problèmes pour vivre au monde? Et quelles sont vos crises? Et après, on en parlera si ça rejoigne ou non ce qu'on entend comme l'étiquette de l'Anthropocène. Mais parfois, j'ai par exemple une des questions qui a été super difficile à travailler aux ateliers, en fait, a été... on va imaginer aujourd'hui qu'on a résolu les crises. Donc là, ça y est, l'Anthropocène... Soyons fous. On l'a résolu. Donc, comment on vit dans le monde d'après? Et donc, j'ai demandé de construire des histoires dans des improvisations pour imaginer ou pour montrer déjà comment était la vie après. Et c'était très difficile pour les gens à imaginer. Donc, c'est pour ça que je me concentre sur les côtés esthétiques parce que parfois, j'ai l'impression qu'on a du mal à imaginer autrement. Donc, ce qu'on imagine et ce qu'on continue à proposer comme solution, ça tombe en fait dans la logique et les imaginaires et les symboles qui ont créé les problèmes. Donc, moi, je n'ai pas comme foi que ces croyances et ces idées vont résoudre. Je ne sais pas même si elles veulent le résoudre, mais je ne crois pas que ça soit possible. Donc, on essaye au moins
que ça soit possible d'imaginer autrement. Et j'ai vraiment constaté dans des ateliers que c'est très difficile d'imaginer dehors les cadres, on va dire, anthropocéniques. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant ce point de départ dans le cadre de vos ateliers, de se dire, voilà, partons du monde d'après, mais après les crises. Quand on parle de l'après, parce que l'après, ça peut être plein de choses. On a aussi pour habitude, par exemple, si on regarde la science-fiction, les romans d'anticipation, l'après est pire que le maintenant. Très souvent, c'est pire. C'est-à-dire que c'est une catastrophe avérée, destructrice à des niveaux d'échelle invraisemblables. Et donc, on est une espèce de petit groupe de survivants à essayer de se dépatouiller avec les ruines d'un monde pas forcément fertile, on va dire. Alors que là, dans votre atelier, le monde d'après serait un monde où et non pas la catastrophe au sens d'un épiphénomène ou méga-phénomène, méta-phénomène, c'est plutôt qu'on aurait réussi à s'entendre avec les non-humains, qu'on aurait réussi à composer avec l'entièreté des ressources, avec une équité du partage et beaucoup de justice sociale, j'imagine. Oui, en fait, parce que normalement, cette question, c'est la dernière question que je pose aux gens. Donc, on a déjà fait une série d'ateliers. Et donc, en fait, comment on fait le monde d'après, mais en fait, ce monde d'après qui m'intéresse de jouer ou d'imaginer ou de créer, c'est le monde qui est déjà réparé. C'est-à-dire qu'on va avoir le monde dont nous rêvons. Et c'est difficile parce que parfois les imaginaires sont habités par la science-fiction. En fait, le monde dont nous rêvons, en fait, c'est le monde qui nous a été montré, ou le monde tel qu'il est. Et une des discussions que je trouve que j'ai l'impression que c'est presque dans l'esprit de nos temps, c'est que à chaque fois que je pose la question, tout le monde me demande, mais est-ce qu'il faut être réaliste? Et parfois, c'est même pas une question, parfois c'est comme presque une injonction là, donc où les gens s'obligent entre les mêmes équipes à être réalistes. Donc ils disent non, mais il faut, comme un exemple qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'une femme disait dans son équipe, non mais en fait il faut qu'il y ait des problèmes, il faut qu'il y ait un peu de drama dans le monde, comme dans nos imaginaires, parce qu'en fait on est si habitué aux problèmes, à la violence et aux crises, qu'il nous semble le monde, en fait, et qu'il nous semble le monde même que nous rêvons. Et ça a été vraiment très frappant pour moi. Oui, c'est très troublant. Ça veut dire que, puisque là, vous vous adressez à des humains et qu'on n'imagine pas une vie ensemble, on va dire, sur cette planète en dehors de la violence. Oui, c'était la discussion. Finalement, dans la pièce, oui. Et dans la pièce, c'est exactement ce que vous dites. Donc, c'est exactement les relations humaines, non-humaines. Et bien sûr, la justice sociale. Bien sûr, un rapport très, très différent à la terre et la question de l'alimentation. Et ça, normalement, ça a comme un rôle très important, le rapport à l'eau. Et c'est comme un autre des problèmes qui normalement vont être au milieu des discussions. Dans votre livre, parce que on ne l'entend pas parce que vous parlez excellemment le français et vous avez passé du temps en Europe. Vous êtes mexicaine. Je le dis parce que ça a un rapport avec votre ouvrage, parce que vous posez dans ce titre la question des alternatives qui sont pratiquées dans le sud global. C'est-à-dire que vous posez une option décoloniale pour interpréter les crises et les dépasser, c'est-à-dire des possibles voies d'action à venir. Je voudrais que... C'est important parce que moi, à la lecture de ce livre, je me suis sentie au départ un peu agacée parce que je me suis sentie très en dehors. Mais parce que, d'une certaine manière, je suis en dehors. Sauf qu'en fait, c'est faux. Je ne suis pas en dehors. Je suis cette option, d'une certaine manière, coloniale à mon corps défendant. Mais en réalité, il y a quelque chose vous m'avez ouvert des portes sur cette question-là. Et j'aimerais que vous parliez un peu de ça.
Donc, je pratique une pensée située. Et pour moi, c'est très important en fait de dire d'où on parle et quelles sont les étiquettes qu'on va utiliser, parce qu'on ne les utilise pas toujours. Ça dépend. Par exemple, quand je suis ici, je ne suis pas la même personne que quand je suis au Mexique, et seulement par rapport à comme la maîtrise de la langue, mais pas que. Et ici, être perçue comme blanche, c'est plus ou moins un privilège, mais au Mexique, c'est un grand privilège. Et là, donc chaque chose qu'on est super important pour moi, et c'est très important de dire d'où je parle, et c'est très important parce que c'est aussi quand ça a un rapport avec l'option décoloniale, mais je vais développer d'abord le lieu d'énonciation. Donc, en fait, oui, puis c'est toute l'introduction de votre livre. Hein. Vous Oui. parlez de ça. Hein. La Oui, question du lieu d'énonciation, de la légitimité de ce lieu d'énonciation, etc. Donc c'est. Oui, c'est en fait c'est aussi la seule rigorosité qu'on peut avoir. C'est comme de l'honnêteté. Mais au-delà de l'honnêteté, c'est aussi de donner à l'autre, et dans ces cas-là, comme c'était en France, pour les Français ou pour un public francophone, c'était aussi de donner des outils herméneutiques pour m'interpréter en fait, pour arriver à comprendre en fait pourquoi elle va prendre l'option décoloniale. Qui est-elle et pourquoi cela va être important pour elle. Et je ne cherche pas convaincre. Et donc, je ne cherche pas que l'option décoloniale soit l'option pour tout le monde. Mais je voulais, comme par les faits ou en me situant, je voulais au moins que ça soit compréhensible pourquoi pour moi, c'est une option que j'ai senti qu'il fallait prendre quand j'ai habité en France. Et c'était parce que c'était la seule théorie qui me permettait en fait de penser par moi-même et de ne pas répéter et reproduire la pensée du Nord. Parce que quand j'étais ici, et dans l'académie comme de philosophie, donc j'étais toujours renvoyée à mes origines, à la géographie. Donc j'étais mexicaine, donc je pouvais faire que de la philosophie mexicaine. Donc je ne savais pas comment en fait me placer. Est-ce que moi je fais de la philosophie mexicaine? Qu'est-ce que cela veut dire? Et donc j'ai commencé à lire les auteurs de la théorie décoloniale. Et là, j'ai pris une chose qu'on appelle l'option décoloniale. Ça veut dire que c'est pas nécessairement le choix de lire ou de suivre des auteurs de l'Amérique du Sud, mais c'est l'option de se décoloniser soi-même. C'est-à-dire de rendre compte, en fait, de nos oppressions, de nos privilèges, de dire d'où on parle et d'expliciter clairement ce qu'on a là. On dirait par exemple que c'est la non-neutralité de la pensée. Donc on ne croit pas que nos pensées, nos idées ou nos paris sont neutres. Donc si c'est pas neutre, ok, qui est tout? Et montre tes cartes là. Et donc c'est cet exercice-là de montrer tes cartes parce qu'on ne croit pas qu'on soit neutre ou qu'on puisse penser depuis, comme les féministes diraient, du point de vue de Dieu. Enfin, moi, j'ai aimé beaucoup être à l'endroit où j'étais, évidemment. Justement, vous venez de dire que vous êtes blanche et que c'était plus compliqué. Votre position de philosophe, c'était plus compliqué au Mexique, depuis le Mexique. Moi, je ne peux pas savoir comment les choses sont compliquées pour vous, même ici. Je me sens loin de ça. Mais alors, au Mexique, pour moi, la distance est encore plus grande. Je ne suis jamais allée au Mexique. Et dans votre livre, vous parlez de ça. Vous parlez de la manière dont vos recherches, mais pas que les vôtres, tous ceux qui travaillent sur cette question-là, au Mexique, à quel point c'est vécu très violemment. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus? Oui, donc il y a un rapport qui est très difficile entre les privilèges et les oppressions. Et donc, c'est ce qu'on appelle la blessure coloniale. Donc, la blessure coloniale, c'est en fait le fait d'avoir été éduqué, même par un système éducatif, par exemple au Mexique, où nous devions suivre les premiers mondes. Donc, il fallait être comme quelqu'un d'autre, mais qui est là, loin, et tu n'es pas.
Le premier monde, vous avez... Oui, oui. Donc le premier monde, c'est qui? En fait, on ne sait pas trop. On ne sait pas tout. Là, peut-être que ça serait plus juste de dire le Nord global ou quelque chose comme ça, mais c'était très bas en fait. On ne savait pas trop qui était l'Europe, les États-Unis. En plus, c'était pas si clair. Mais c'était clair qu'on ne l'était pas et qu'il fallait travailler pour arriver, mais on ne savait pas trop arriver à quoi ou qu'est-ce qui manquait. Mais on interprétait comme la différence, notre différence par rapport à un monde qu'on n'arrivait pas à bien dessiner, comme un manque. Et là, donc, quand j'étais ici, par exemple, j'étais renvoyée à mes origines, par exemple. Une fois, je voulais louer un appartement, donc j'ai téléphoné et seulement par l'accent, le monsieur m'a dit, mais ça ira pas. Donc, c'est être comme subalternisé et c'est folklorisé et avec des préjugés. Donc, une définition que j'aime bien de la colonialité, en fait, c'est que c'est un dispositif de pouvoir qui est monté sur une prétendue connaissance de l'autre. Donc, les gens croient que même si ils ne me connaissent pas ou ils ne connaissent pas le Mexique, ils peuvent savoir que penser de moi ou du Mexique en fait. Et ils ont une opinion politique peut-être sur l'Amérique latine en général, mais en mélangeant, je ne sais pas, la Colombie, l'Argentine et le Mexique, ou les Caraïbes, qui c'est encore une autre histoire très différente. Et donc, et comme si c'était comme la même histoire. Et donc, c'est un peu ça. Mais là, au Mexique, ça renverse un peu les positions de pouvoir, parce que là, normalement, j'incarne les privilèges. Et donc là, pour moi, le défi, donc ça a été en fait, de me rendre compte que je suis perçue comme blanche et de me rendre compte qu'est-ce que ça veut dire, parce que les oppressions, on les ressent très facilement. Donc en étant en Europe, le poids de la colonialité, c'était très simple pour moi. Mais en étant au Mexique, c'est très difficile en fait de voir quels sont mes privilèges, parce que j'en jouis. Et donc c'est très très difficile. Et donc ce que je me suis rendu compte en fait, qu'il faut beaucoup d'attention et beaucoup de sensibilité et une disposition qui n'est pas du tout simple pour m'en rendre compte. Et pour moi, maintenant, les buts, ça serait d'arriver à trahir ces privilèges. Donc, oui, les utiliser. Mais une fois que tu as la parole, qu'est-ce que tu vas dire? Et une fois, et c'est un peu ce que je fais aussi avec ce livre, donc une fois que tu as l'opportunité de faire un cours public et d'écrire, d'où tu vas parler? Et parce que je pourrais jouer à la philosophie moderne, ou je pourrais comme créer une vision aussi romantique de la théorie décoloniale, mais elle n'est pas du tout. La théorie décoloniale est aussi de l'académie, et donc utilise aussi de la rhétorique. Donc, comme là, je veux utiliser les privilèges au Mexique et j'essaie de les trahir. Mais ce n'est pas toujours simple de savoir qu'est-ce que cela veut dire trahir les privilèges. Mais... Ah ben ça, vous verrez après. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais cet ouvrage Esthétique du Caire est un texte qui est issu d'un cours public que vous avez donné à l'école urbaine de Lyon. Texte qui a été évidemment réécrit, hein, ce n'est pas simplement... donc vous avez dû passer par de l'oralité, faire l'effort peut-être de l'écrit vers l'oralité, puis ensuite de l'oralité à nouveau vers l'écrit. Voilà, c'est un titre que je conseille absolument à tout le monde. Il nous reste 1 minute et demie. J'aimerais savoir ce que vous faites aujourd'hui, ce à quoi vous travaillez aujourd'hui au Mexique. Donc là, j'ai travaillé un peu plus les esthétiques du cœur. Je viens d'écrire un livre en espagnol sur des ateliers, mais sur les crises. Donc là, comme on savait déjà que c'était allait être un livre, donc on a fait des photos, on a fait des comptes avec les participants qui sont venus aux ateliers. Et donc j'essaie d'expliciter les prémices des esthétiques du cœur. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est que les gens commencent à les pratiquer. Donc, normalement, je vois dans les artistes, donc je fais des ateliers dans des écoles d'art ou dans aussi les phares d'art au Mexique. Donc, j'essaie de travailler beaucoup avec les artistes pour que la pratique soit un peu répandue. Donc, c'est surtout ça. Je continue un peu dans la recherche au Conseil national des sciences et technologies au Mexique. Et j'ai une toute dernière question, il nous reste quelques secondes, mais je vous ai présenté en tant qu'actrice de théâtre et philosophe, et c'est quelque chose auquel vous tenez, et vous continuez à avoir cette pratique d'actrice de théâtre de manière
en philosophe et de manière aussi régulière que possible? En fait, beaucoup plus que quand j'étais en France. Beaucoup plus, mais c'est formidable. Oui, là, au Mexique, j'ai même travaillé avec une troupe. Donc, j'ai fait une formation en esthétique du cœur pour une troupe au Mexique. Et là, ils m'ont permis, en échange de cette formation en esthétique du cœur, ils m'ont permis de faire, je ne sais pas quel est le mot qu'on utilise, mais les entraînements ou de travailler les corps sans les textes. Des répétitions. Mais sans texte, donc je ne sais pas, mais le travail corporel et vocal. Donc, j'ai vraiment travaillé toute l'année avec des troupes de théâtre. Donc là, maintenant, je suis encore plus actrice que je l'étais quand j'étais ici. Ben, c'est formidable. Je vous remercie, Maria-Grèce Salamanca-Gonzalez, et je conseille à tout le monde, donc je disais, Esthétique du Caire pour l'Anthropocène, aux éditions 205, publié cette année. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.